Alors, imaginez un peu la scène. On est au début de l'année 2026 et Cuba se retrouve littéralement plongé dans le noir. Une crise énergétique absolument sans précédent qui a paralysé toute l'île et qui a mis en lumière des tensions géopolitiques extrêmes. 10 millions. Ce chiffre, il est énorme. C'est le nombre de Cubains qui se sont retrouvés sans aucune électricité quand tout le réseau s'est effondré en mars 2026. On parle de la quasi-totalité de la population de l'île dont la vie a été bouleversée du jour au lendemain. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, il faut comprendre que cette crise, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est plutôt le résultat de problèmes de fond, de problèmes structurels. Pensez à des décennies de manque d'investissement, un réseau électrique complètement vieillissant et surtout une dépendance quasi totale au pétrole qui vient de l'étranger. C'était une véritable bombe à retardement. Et cette bombe, eh bien, elle a été déclenchée. Déclenchée par une série d'actions très ciblées de la part des États-Unis qui ont tout simplement coupé l'accès de Cuba au carburant. Ok, regardons cette chronologie, parce que tout s'est enchaîné à une vitesse folle. En janvier 2026, le président Trump lance un avertissement très clair. Il menace de taxer tous les pays qui vendent du pétrole à Cuba. Au même moment, le Venezuela, qui était un partenaire historique, arrête net ses livraisons. Et puis en février, on passe de la menace à l'action. Les États-Unis commencent à bloquer physiquement les pétroliers. Résultat, le Mexique, un autre gros fournisseur, est obligé de se retirer. En l'espace de quelques semaines, l'île s'est retrouvée complètement isolée. Pour bien saisir la portée de ces événements, il faut prendre un peu de recul historique. Le New York Times a qualifié ces actions de premier blocus de faits efficaces depuis la fameuse crise des missiles de 1962. Ça vous donne une idée de la gravité exceptionnelle de la situation. Et la raison politique derrière toute cette pression économique, elle n'était pas cachée du tout, bien au contraire. En janvier, Donald Trump a déclaré publiquement, en s'adressant à Cuba, « Faites un marché avant qu'il ne soit trop tard ». Le lien entre le blocus et des objectifs politiques était donc clairement assumé. Bon, maintenant, laissons de côté la grande géopolitique et parlons de l'impact direct, de l'impact sur la vie des gens. Parce que derrière tout ça, il y a des conséquences humaines qui sont absolument dramatiques. C'est un effet domino dévastateur. Pas d'électricité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôpitaux sont obligés d'annuler des opérations chirurgicales, que les systèmes de pompage d'eau ne fonctionnent plus, que la nourriture pourrit dans les frigos. La vie de tous les jours s'arrête, tout simplement. Plus d'écoles, plus de transport, et même les poubelles qui ne sont plus ramassées. C'est tout un système qui s'effondre. Ce graphique, il est très parlant pour illustrer l'ampleur du déficit. Le 16 mars, au pic de la crise, la demande en électricité sur l'île était de plus de 200-300 MW. Et de l'autre côté, le réseau ne pouvait en fournir qu'à peine 1140, moins de la moitié. Cet écart colossal, c'est ce qui explique l'effondrement national. Face à cette situation qui était devenue totalement intenable, le gouvernement cubain a dû faire un geste. En mars, il a non seulement confirmé l'ouverture de discussions diplomatiques avec Washington, mais il a aussi accepté de libérer 51 prisonniers politiques. C'était un premier pas pour essayer de sortir de l'impasse. Et c'est là qu'on touche au paradoxe le plus fou de toute cette histoire. Cuba souffre d'un manque terrible d'énergie, alors que, tenez-vous bien, son sous-sol pourrait en fait regorger de pétrole. Regardons les chiffres, c'est assez frappant. La production actuelle de Cuba couvre à peine 40% de ses besoins. L'île a besoin d'environ 160 000 barils par jour pour tourner. Et pourtant, les estimations des géologues suggèrent que ses réserves potentielles pourraient dépasser les 20 milliards de barils. C'est énorme. Alors que la situation semble complètement bloquée, un nouvel acteur entre en scène. Un acteur qui va potentiellement changer la donne et créer une tension géopolitique encore plus palpable. L'arrivée d'un navire venu de Russie a soulevé une question absolument fondamentale. Ce blocus américain est-il vraiment infranchissable? Et voici le moment clé. Le 30 mars, un nom à retenir. L'Anatoly Kolodkin. C'est un pétrolier russe qui arrive au large de Cuba. À son bord, 730 000 barils de pétrole brut. C'était la toute première livraison de ce genre depuis des mois. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'île. Alors, il faut savoir que ce n'est pas n'importe tel navire. Il appartient à Sovcomflo, une entreprise d'État russe, et surtout, il est déjà sous le coup de sanctions américaines, européennes et britanniques. De son côté, Moscou a joué la carte de l'apaisement en présentant cette livraison comme une simple assistance humanitaire. Et là, coup de théâtre absolument spectaculaire, la veille de l'arrivée du navire, le président Trump en personne déclare qu'il n'a aucun problème avec cette livraison en expliquant que les gens ont besoin de chauffage et de climatisation. Une déclaration qui va à l'encontre de toute la politique de blocus menée jusque-là. Bien sûr, pour nuancer un peu les choses, la Maison-Blanche a vite précisé qu'il ne s'agissait pas d'un changement de politique sur le long terme. C'était, selon eux, une dérogation humanitaire exceptionnelle qui serait évaluée au cas par cas. En gros,
la porte est entr'ouverte, mais pas grande ouverte. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec des questions fondamentales. Cette livraison russe était-ce un vrai geste humanitaire, ou plutôt une manœuvre stratégique de Moscou sur l'échiquier mondial? Et surtout, la question la plus importante, quel avenir se dessine pour Cuba, qui se retrouve coincé entre ses besoins énergétiques vitaux d'un côté et sa souveraineté de l'autre? Notre objectif est d'informer et de faire découvrir ce qu'il faut savoir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de French Boulevard. Merci de nous faire confiance chaque jour. Nous apprécions votre présence quotidienne, qui ne cesse de grandir. Et en attendant notre rendez-vous de demain, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique ou dans la Caraïbe, passez une magnifique journée à l'écoute de French Boulevard.